Avant de passer la parole à Fabrice Mélégo pour la gestion de la session endocrine, je voulais vous expliquer que cette communication qui a été mise en début de programme était déjà inscrite au programme depuis 1 an. C'est pour ça qu'il nous a paru peu opportun de la supprimer. Et maintenant, nous passons donc à la séance endocrinienne. Je donne la parole à Fabrice Mélégo qui va modérer cette excellente session. Fabrice. Bien, merci. Donc ça aurait été d'autant plus dommage d'annuler cette communication qu'elle quand même, c'est une petite connexion quand même avec la chirurgie endocrinienne, notamment pour la chirurgie surrénalienne. Donc merci de la qualité là, de votre communication. Je remercie aussi bien sûr Monsieur Mention d'inaugurer sa présidence avec la chirurgie endocrinienne. Et donc, pour ne pas perdre de temps, je vous propose de commencer, puisque nous avons 5 communications, dont vous avez vu qu'il y en a 2 qui sont consacrées à la thyroïde, une à la parathyroïde, une aux néoplasies endocriniennes multiples, et enfin, pour terminer, une sur la surrénale. Donc on va balayer l'ensemble de la chirurgie endocrinienne, et on va commencer. Bonjour, merci Monsieur le Président, merci Fabrice, vous m'entendez un petit peu, je vais parler plus près. Je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution de la chirurgie thyroïdienne, non pas dans son ensemble, mais j'ai voulu focaliser mon exposé sur l'étendue de l'exérèse, qui, vous le verrez, a bien changé, et la durée d'hospitalisation, puisqu'on a je dirais, une pression administrative importante vers l'ambulatoire. Je voulais vous donner un petit peu un reflet de cela. Et j'ai voulu associer à ce travail mon patron Jacques Barbier, puisqu'il y a largement participé à cette expérience. Alors, sur le plan du diagnostic, les choses ont bien changé depuis de nombreuses années, et si on diagnostiquait éventuellement ces choses-là, et il y a maintenant, dans les années 40 ou 50, on est passé à un diagnostic beaucoup plus fin, puisque grâce à l'échographie, on dépiste des nodules centimétriques, qui peuvent être typiquement des cancers, comme vous le voyez ici, puisque ce petit nodule d'1 centimètre est parsemé de microcalcifications, ce qui incite vraiment à opérer les gens, dans la mesure où il s'agit sans doute, et même très certainement, et c'était le cas, d'un cancer de la thyroïde. Alors qu'en est-il du type d'exérèse? J'ai donc repris l'expérience du service entre les années 90 et 2010 en prenant tous les 5 ans l'évolution un petit peu du type d'exérèse. Alors vous voyez que sur les exérèses unilatérales, les isthmolobectomies, les choses sont assez claires, elles sont tout à fait constantes, ce qui paraît logique. Alors que pour les pathologies, je dirais, bilobères, les choses ont considérablement changé dans la mesure où la thyroïdectomie subtotale dans les années encore 90 prenait largement le dessus, avec des taux de l'ordre de plus de 50%, alors que, vous voyez, au fur et à mesure du temps, eh bien, ces thyroïdectomies subtotales ont diminué, voire quasiment disparu, puisqu'en 2010, on ne note que 2 cas sur environ 500 thyroïdectomies de thyroïdectomie subtotale au profit de la thyroïdectomie totale, qui représentait 8 cas sur 10. Et ceci était le fruit un petit peu de nos résultats, puisqu'on s'était aperçu que non seulement la thyroïdectomie subtotale n'évitait pas un traitement substitutif, mais en plus, elle donnait l'occasion à des récidives nodulaires et à contraindre à réopérer ces gens, avec des morbidités, bien sûr, liées à cette récidive. Alors, j'ai voulu voir si la morbidité avait évolué en fonction de ce geste plus important. Il est sûr que la morbidité, a priori, on attendait une élévation de celle-ci, dans la mesure où la subtotale préservait un petit peu, au moins d'un côté, le nerf récurrent et au moins une parathyroïde. Alors si on peut analyser cela, les chiffres montrent que
on peut comparer ces complications par rapport aux thyroïdectomies, mais aussi, et de façon, je dirais, un peu plus logique, par rapport aux nerfs exposés, aux nerfs à risque. Ce qui change un peu les données, puisque vous voyez que selon qu'on parle de paralysie récurrentielle par thyroïdectomie ou par nerf à risque, les choses varient un petit peu. Alors que par thyroïdectomie, vous voyez que le chiffre augmente à 8,3%. Il s'agit de paralysie transitoire. Si on tient compte du nombre de nerfs à risque, le taux est à peu près égal entre les différentes années. Donc augmentation en valeur absolue quand même de la morbidité, je dirais, transitoire. En ce qui concerne les hypocalcémies, là aussi, on peut s'attendre légitimement à plus de morbidité dans la mesure où le geste est plus large. Et qu'est-ce que nous montrent les chiffres? Effectivement, là encore, il faut prendre les hypocalcémies par thyroïdectomie bilatérale pour avoir un reflet satisfaisant des choses et non pas par thyroïdectomie. Et si on prend donc la ligne du bas, on s'aperçoit que cette morbidité a effectivement augmenté lors des années 2000, qui représentent un peu les années de basculement vers la thyroïdectomie totale, jusqu'à 24%. Pathologie transitoire, le plus souvent 1 mois, traité par traitement substitutif, qui est arrêté progressivement et qui en général récupère très très souvent. Et donc cette morbidité a tendance à diminuer avec le temps et sans doute avec l'expérience chirurgicale. Mais vous voyez que ça représente encore 16%, ce qui n'est pas négligeable. Donc sur le plan du type d'exérèse, la chirurgie actuellement est plus large d'emblée. La morbidité immédiate semble augmenter mais ne pose pas de gros problèmes dans la mesure où ça récupère assez fréquemment. Et la morbidité définitive reste identique. Et l'intérêt, bien sûr, de ce type d'exérèse, c'est d'éviter les reprises dans lesquelles la morbidité, bien sûr, est nettement augmentée. Sur le plan de la durée d'hospitalisation, eh bien, cette durée a diminué de façon linéaire en passant de l'unité de la semaine, je dirais, à l'unité du jour. Et donc là, dans notre expérience de 90 à 2010, on est passé de 5 jours à 2 jours. Et ça a conduit, bien sûr, à réfléchir sur la place de la chirurgie ambulatoire dans cette chirurgie. Et la discussion là-dessus sera centrée sur le risque principal, puisque les hypocalcémies, les paralysies récurrentielles unilatérales peuvent être gérées dans le cadre de l'ambulatoire. Mais pour nous, le risque principal représenté par l'hématome compressif pose le vrai problème de savoir si on peut réaliser cette chirurgie en ambulatoire, dans la mesure où le risque vital, la vie du patient, peut être engagé. Alors d'abord, il faut bien s'entendre sur la chirurgie ambulatoire, puisque quand on reprend la littérature, manifestement, 2 définitions peuvent sortir, soit la day case surgery, qui est ce qui, à mon avis, doit être la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire l'entrée du malade le matin, sortie dans la soirée, en fin d'après-midi, et non pas la sortie à J1 avant la 24e heure, qui est le short stay surgery, ce que nous réalisons aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y avait des arguments fort légitimes pour penser à la chirurgie ambulatoire dans le cadre de cette chirurgie. La thyroïde est très superficielle, la durée opératoire relativement courte, l'âge jeune, bon, on peut dire oui parce qu'il y a un dépistage un peu plus important qu'il y a quelques années, mais tous les âges, vous le savez, sont concernés. Le caractère précoce et rare des complications, pas si rare que ça, vous l'avez vu, honnêtement, et avec un retentissement endocrinien finalement modéré, puisqu'on peut substituer les patients très vite. Les arguments contre étaient le caractère parfois retardé des complications, et on va y venir, et surtout leur gravité potentielle, et je pense bien sûr à l'hématome compressif qui engage le pronostic vital. Alors, j'ai voulu reprendre 2 analyses. Cette première analyse centrée sur la survenue des hématomes, c'est l'expérience de la Mayo Clinic, publiée déjà en 2001 sur plus de 12 000 patients.
et qui montrait notamment que la survenue d'hématomes survenait dans 43% des cas avant 6 heures, mais dans 57% au-delà de 6 heures. Alors, bien sûr, s'il s'agit d'une complication rare, les hématomes compressifs dans cette pathologie représentent à peu près 1%, ça représente quand même un nombre assez important de patients quand on pense qu'en France, on réalise entre 40 000 et 50 000 thyroïdectomies par an. Ça fait quand même 400 ou 500 patients susceptibles d'avoir ce type de complications et éventuellement à la maison si vous le réalisez en ambulatoire. Dans cet article, à mon avis fondateur sur le sujet, il a été cherché s'il y avait des facteurs de risque qui pourraient nous permettre de sélectionner des malades susceptibles d'être opérés en ambulatoire. Et en fait, vous voyez, beaucoup de choses ont été étudiées, le caractère donc de le chirurgien endocrinien ou pas, l'exploration bilatérale ou pas, le cancer, le temps opératoire, la perte sanguine, les agents hémostatiques, l'utilisation du drain. Aucun facteur n'a montré de différence significative. Aucun facteur n'était particulièrement à risque de développer un hématome compressif. Là encore, dans cette même étude, on a regardé s'il y avait des éléments post-opératoires immédiats qui pouvaient entraîner une élévation de ce type de complications. Ni la toux, ni les vomissements, ni éventuellement des épisodes hypertensifs n'ont été retrouvés comme facteurs de risque. Donc ce risque, d'après cette publication, reste relativement imprévisible. Le deuxième papier dont je voulais vous parler, vous m'en excuserez, c'est l'expérience du service sur plus de 7000 patients qui montre des résultats sensiblement identiques avec environ 50% des hématomes qui surviennent au-delà de la 6e heure. Là aussi, donc des facteurs prévisibles éventuellement d'hématomes ont été recherchés et aucun de ces facteurs n'a été vraiment significatif. Et notamment l'utilisation des anticoagulants, des antiagrégants plaquettaires. Mais je voudrais mettre un bémol un petit peu à tout cela en disant que là, sur cette expérience, les chiffres n'étaient pas très élevés. Nous sommes en train de revoir nos patients qui sont sous antiagrégants, ce qui est de plus en plus fréquent. Et je pense qu'effectivement, ce facteur pourra certainement ressortir. Nous le saurons dans une étude prochaine. Donc là aussi, quel que soit le sexe, la pathologie bénigne ou maligne, que ce soit un BASDO, que ce soit une résection partielle ou totale, aucun facteur n'est ressorti prédictif de la survenue d'hématomes. Et donc j'insiste bien, puisqu'on parle maintenant de l'ambulatoire, et notamment on nous dit que dans une lobectomie unilatérale, le risque semble moindre. Ce n'est pas le cas dans ces études. Alors, le risque d'hématome, je vous l'ai dit, il est environ d'1%. Aucun facteur pronostique de survenue. Anticoagulant, antiagrégant, là encore, je relativise et nous reverrons les chiffres. La survenue au-delà de la 6e heure, c'est 50%, la moitié des patients. Et pour nous, ça entraîne un risque vital à la maison qui me paraît inacceptable. En conclusion, eh bien, je voudrais vous dire que l'exérèse, donc maintenant en termes de chirurgie thyroïdienne, on n'a plus que 2 types d'opérations, soit l'ismolobectomie, soit la thyroïdectomie totale. Et il n'y a pas de place a priori pour la subtotale, sauf des cas très particuliers, où maintenant avec le neuromonitoring, on peut dépister une paralysie récurrentielle lors d'une lobectomie, ce qui va sans doute nous freiner et nous rendre très prudents pour l'abord du deuxième côté. L'ambulatoire, à mon sens, ne doit pas être recommandé. C'est ce qui a été dit dans des conférences de recommandation, tant par la FCE, où nous sommes restés très prudents, mais aussi la Société britannique de chirurgie endocrinienne, la Société américaine de chirurgie endocrinienne. Et nous recommandons ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire de garder les gens une nuit à l'hôpital en post-opératoire, et nous les libérons le lendemain, en fin de matinée ou début d'après-midi. Je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-Louis. Donc pour ouvrir la discussion, j'appelle Jean-Christophe Liffante. Je remercie Monsieur Krems pour cette très belle présentation qui représente finalement la vraie vie et l'évolution de la chirurgie thyroïdienne. Alors tout d'abord, l'étendue de la thyroïdectomie. Il est évident qu'aujourd'hui, en tout cas dans les centres qui font beaucoup de chirurgie thyroïdienne, on fait 80-90% de thyroïdectomie totale. Et ça montre surtout que, en tout cas en termes d'hypoparathyroïdie, on va dire transitoire ou immédiate, le taux d'hypoparathyroïdie est corrélé de manière stricte à l'étendue de la chirurgie. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire « vous avez une hypoparathyroïdie, votre geste a été extrêmement complet ». Et ce qui nous fait dire un petit peu attention quand on parle d'hypocalcémie ou d'hypoparathyroïdie post-opératoire immédiate, est-ce que c'est vraiment une complication? Et aujourd'hui, on peut dire que la vraie complication, c'est la définitive, qu'il faut savoir gérer l'immédiate, et que l'immédiate, elle est dans les meilleurs des cas entre 20%, et dans la plupart des cas, autour de 30%. Alors il est vrai aussi que l'évolution a été vers une sélection des indications. Aujourd'hui, les énormes goitres sont quand même assez rares, et on sait qu'en France, 50 000 thyroïdectomies, c'est un petit peu peut-être beaucoup. Et on va se battre pour trouver des moyens diagnostiques de plus en plus fins pour pouvoir sélectionner les patients et les opérer vraiment quand il y en a besoin, parce que quand même, je rappelle que quand on pose une indication chirurgicale, on pèse toujours le bénéfice par rapport au risque. Et quand il n'y a pas de bénéfice, il n'y a que des risques. Quelles sont les autres évolutions? J'ai envie de dire, il y a des tentatives d'évolution ou des tentatives d'innovation dans cette chirurgie. En particulier, tout ce qui a été vidéo et tout ce qui a été, j'ai envie de dire, peut-être prêt à choquer, tout ce qui est robot. Et comme dit mon patron, M. Pex, quand une innovation est importante en chirurgie, et quelle que soit la chirurgie, elle s'impose d'elle-même. Et là, on n'a pas l'impression ni que la vidéo, ni que le robot s'impose d'eux-mêmes. J'aimerais finir en disant que la chirurgie thyroïdienne est une chirurgie qui est quand même standardisée, assez ancienne, et qui donc se prête pas vraiment aujourd'hui en termes de chirurgie à la recherche. Et elle a été en tout cas un modèle d'initiative de la chirurgie en qualité chirurgicale, de la recherche en qualité chirurgicale, et elle a permis de mettre en place des modèles aujourd'hui pour étudier la qualité de la chirurgie viscérale, digestive et autres. J'aimerais enfin finir sur le dernier commentaire sur la durée de séjour et sur le risque d'hématome compressif. En effet, on aurait pu penser que les innovations techniques, telles que le ligachour, l'ultracision, auraient pu permettre de limiter les hématomes. Et à un moment, j'ai cru qu'on avait presque gagné. En effet, pendant 2 ans, on n'aurait quasiment pas eu d'hématomes. Et puis, poum, en 15 jours, 3 hématomes. Donc, je pense en effet que le facteur limitant ne peut pas passer outre cette nuit à l'hôpital. Et qu'après, finalement, le minimum, c'est une nuit. Et que le maximum, finalement, est représenté par la symptomatologie de l'hypocalcémie, s'il y en a une. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour Jean-Louis Krems? Monsieur Barbier. Simple remarque est très courte. Les chirurgiens américains ne font pas l'ambulatoire, ils font la chirurgie de 24 heures. J'ai beaucoup apprécié cette communication, notamment. Félicitations pour cette communication. Je pense que, effectivement, l'ambulatoire que nous avons essayé à Bicêtre, nous avons fini par reculer, hormis plutôt la chirurgie de la parathyroïde, mais c'est différent. Mais que certaines voies d'abord, peut-être pour certaines localisations qui seraient accessibles à une lobectomie, peuvent peut-être être envisagées avec un abord célioscopique latéral qui permet peut-être là de limiter l'incision, le préjudice esthétique chez certains malades très sélectionnés. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que la parathyroïde paraît peut-être une indication à réfléchir sur l'ambulatoire. Je suis tout à fait d'accord dans le cadre d'abord vraiment ciblé, sous anesthésie locale, comme l'a bien démontré depuis très longtemps M. Chapuis. Et donc, effectivement, dans la chirurgie parathyroïdienne, je pense qu'on peut discuter de l'ambulatoire.
Merci. Écoute, Jean-Louis, vraiment très bien. C'était une excellente communication qui permet de faire le point par rapport à la stratégie actuelle. Alors, simplement une toute petite question pour une chirurgie que j'ai beaucoup pratiquée et qui continue à m'intéresser. Là, tu as donné les statistiques des paralysies transitoires en 2010. 2010, pour moi, le monitorage déjà du nerf existe et je vois qu'il n'y a pas d'amélioration. Est-ce que tu as une conclusion à faire par rapport à ça ? On peut répondre, en tout cas, il y a quelques éléments de réponse. Je pense que le neuromonitoring est une chose très utile pour le chirurgien. Je ne suis pas du tout sûr que cela diminue le chiffre de paralysie récurrentielle. En tout cas, c'est très bon pour l'enseignement des internes. C'est très bon aussi pour le chirurgien qui sait exactement le statut récurrentiel à la fin de l'opération. Et je crois que c'est très important, ça permet de le repérer, de savoir exactement ce qu'on fait, mais je pense que ça ne diminue pas le nombre de paralysies. On sait que le nerf est intact à la fin, et on sait aussi qu'il y a multiples facteurs qui peuvent entraîner ces paralysies, soit l'étirement, la traction sur la trachée, soit des coagulations trop proches du nerf. Ça permet de très bien analyser ça et donc de progresser. Mais quant au nombre de paralysies, je ne suis pas certain que ça ait un retentissement magique. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions ? Si ? Où en est-on des thérapeutiques alternatives autres que chirurgicales dans les micronodules de moins d'un centimètre, 5 mm A-t-on progressé ? Et dans la destruction par ultrasons, par thermocoagulation, etc. Ça a été fait de façon très anecdotique, avec des résultats divers et variés. Ça laisse quand même la lésion en place. Souvent, c'est des nodules multiples dans des boîtes multinodulaires, et ça ne paraît pas très adapté, en fait. Alors peut-être dans le nodule unique, ça a été réalisé notamment, je crois, dans des adénomes toxiques. Ça peut être intéressant. Donc c'est une chose qui n'a pas l'air de se développer beaucoup et dont on a parlé déjà. Oui, je ferai juste un petit commentaire sur le sujet puisqu'on a eu la chance de le faire sur les parathyroïdes et l'expérience qu'on a eue s'est conclue par un arrêt de la méthode car les complications en particulier récurrentielles étaient inacceptables. Oui, le danger c'est une diffusion périthyroïdienne. En plus, c'est très difficile pour les patients, ils sont dans une mauvaise position, c'est long, voilà. Ça a abandonné à mon avis. Merci. Pour compléter juste le propos, et nous on a essayé sur des nodules thyroïdiens et c'est pareil, on est revenu en arrière. Donc on a abandonné aussi la technique. Merci beaucoup Jean-Louis. On voit que finalement les principales innovations c'est un peu dans l'indication chirurgicale, quoi. C'est-à-dire on voit qu'il y a des technologies qui se sont améliorées, mais l'indication s'est modifiée, donc c'est